L'autonomie des voitures électriques est-elle satisfaisante ou pas du tout? Quelle autonomie a une voiture électrique et pourquoi une voiture thermique peut-elle parcourir de plus longues distances? Pourquoi sur autoroute ma voiture n'atteint pas l'autonomie VLTP et comment augmenter l'autonomie de ma voiture électrique? Quel type de batterie choisir pour une plus longue autonomie? Vous êtes sur InstaDriver, bienvenue dans le 3e épisode de notre saga Vérification de faits. Quelle distance peut-on réellement parcourir avec une voiture électrique? Avant de plonger dans le vif du sujet, je tenais à vous remercier pour les nombreux messages encourageants et les partages d'expériences que vous avez laissés sur la dernière vidéo. Toute mon équipe et moi-même sommes ravis de pouvoir compter sur vous pour enfin démocratiser la voiture électrique. Une voiture électrique a une autonomie plus faible qu'une voiture thermique, plus particulièrement sur autoroute. Nos bons vieux diesel consomment pourtant moins sur autoroute, en moyenne 4,5 litres en 100 contre 6,5 litres en ville. Avec la voiture électrique, c'est tout l'inverse. Elle est très efficace en ville et consomme plus d'électricité sur autoroute. Raison pour laquelle l'autonomie d'une voiture électrique est meilleure sur les trajets urbains et périurbains. Nous avons fait nos propres tests d'autonomie et de consommation pour vous permettre de connaître l'autonomie réelle d'une voiture électrique sur autoroute, car aucun constructeur ne le communique. Seule l'autonomie VLTP est indiquée. VLTP veut dire en français procédure d'essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers, qui, comme son nom l'indique, est une procédure de test normalisée à l'échelle mondiale qui permet de mesurer la consommation de carburant, l'autonomie électrique et les rejets de CO2 et des polluants. Sachez qu'une voiture électrique n'atteint que très rarement cette valeur VLTP. Pour connaître l'autonomie réelle d'une voiture électrique, j'ai une petite formule toute simple. VLTP indiqué moins 20% égale l'autonomie réelle. En déduisant encore 15% à ce résultat, vous obtenez l'autonomie réelle en hiver. Certes, ce n'est qu'une formule approximative, mais elle a le mérite de vous donner un bon point de repère. Attention, cette formule ne fonctionne pas pour les trajets sur autoroute, car comme évoqué précédemment, c'est là que la voiture électrique consomme le plus. C'est d'ailleurs pour cette raison que de nombreux électromobilistes préfèrent rouler à 110 sur autoroute. À cette vitesse, la consommation d'électricité n'est pas encore trop élevée, mais pas de panique. Inutile de partir plus tôt et d'emprunter la voie véhicule lent. Vous découvrirez comment profiter pleinement des voitures électriques et de son autonomie sans avoir fait des compromis. Avant cela, j'aimerais rapidement clarifier un point important. Pourquoi l'autonomie d'une voiture électrique est-elle moins bonne en hiver? L'autonomie d'un véhicule électrique diminue en hiver. Effectivement, une batterie se sent entre guillemets plus à l'aise avec des températures avoisinant les 20 degrés, un peu comme nous on fait. Les températures trop basses mais aussi trop élevées ont une influence importante sur les batteries. Petite cours de physique-chimie. Ce phénomène est dû à la composition des batteries modernes au lithium-ion. Des particules chargées d'électricité appelées ions se déplacent entre la cathode et l'anode, l'électrode négative et l'électrode positive, grâce à un liquide appelé électrolyte. La température ambiante est un facteur très déterminant dans cette réaction. Si la température est trop basse, le liquide électrolytique devient visqueux. Les ions de lithium ont alors plus de mal à circuler entre les électrodes et la réaction électrochimique est plus lente. Pour pallier ce phénomène, protéger les cellules de la batterie et améliorer leur efficacité. Les voitures électriques modernes sont capables de refroidir et aussi de chauffer leur batterie. Les moteurs thermiques, quant à eux, sont très inefficaces. Leur rendement n'est que de 20%. Cela signifie que sur la totalité de l'énergie initiale, seul environ 20% atteignent les roues et sont convertis en mouvement. Le reste s'évapore en frottement et en chaleur. En hiver, l'avantage des voitures thermiques est que cette chaleur perdue est immédiatement utilisée pour chauffer l'habitacle. Un moteur électrique, lui, ne perd quasiment pas de chaleur et a un rendement de plus de 70%. Cependant, en hiver, il lui faut
puiser de l'énergie supplémentaire dans la batterie pour chauffer l'habitacle, ce qui explique en partie pourquoi l'autonomie est réduite en hiver. C'est là que la pompe à chaleur joue un rôle important dans la voiture électrique. Elle utilise la chaleur dégagée par la batterie et le moteur, ainsi que la chaleur de l'air ambiant pour chauffer l'habitacle. Une pompe à chaleur permet de produire près de 3 kW d'énergie thermique à partir d'1 kW d'énergie électrique, alors qu'avec un chauffage électrique classique, le rapport idéal n'est que de 1 pour 1. Toutefois, Volkswagen a décidé de ne pas indiquer le pourcentage de gain d'autonomie dû à la pompe à chaleur, car il dépend en grande partie du profil du conducteur. Automotor und Sport, un célèbre magazine allemand, estime que selon le profil de conduite, le gain d'autonomie est de 10 à 20%. Une pompe à chaleur ne permet pas seulement d'économiser de l'énergie, elle contribue également à préserver votre batterie. D'ailleurs, ne vous faites pas trop de soucis pour votre batterie, elles sont très résistantes. Je vous mets en description le lien d'une vidéo dans laquelle notre Insta-driver Mathias a testé une voiture électrique qui avait déjà 514 000 km compteur et dont la batterie avait encore plus de 80% de sa capacité initiale. Cette vidéo est en allemand, mais je travaille déjà sur la version française. Certains modèles sont équipés de série d'une pompe à chaleur, d'autres en option, alors que certains modèles ne sont pas du tout équipés d'une pompe à chaleur. Petit conseil, avec une grande batterie de 70 kWh, vous avez une autonomie acceptable avec la plupart des modèles sans pompe à chaleur. Si et seulement si vous avez régulièrement besoin de ces quelques kilomètres supplémentaires, le surcoût d'une pompe à chaleur en vaut la peine. Si de toute façon vous ne parcourez que 50 km par jour, mettez ces 1000 à 2000 euros de côté ou investissez-les dans quelque chose de plus utile. À présent, quelques astuces pour augmenter l'autonomie de votre voiture électrique. Ces conseils sont utiles quelle que soit la saison. Choisissez des pneus à faible résistance au roulement. Veillez à ce que la pression des pneus soit assez élevée. Optez pour un mode de conduite économique. Si votre véhicule est en dot, activez le mode B comme Brake qui permet de récupérer plus d'énergie. Attention tout de même en conditions hivernales. Choisissez éventuellement un niveau de récupération plus faible pour ne pas perdre en stabilité. Accélérez toujours de manière progressive. La voiture électrique a beaucoup de puissance, mais la puissance a besoin d'énergie. Conduisez en anticipant et cela va vous paraître évident, mais évitez de transporter des charges inutiles. Nous sommes nombreuses à transporter constamment des choses lourdes qui ne nous servent à rien. Pour gagner en autonomie en hiver, garez votre voiture dans un garage idéalement chauffé. Lorsqu'il ne fait pas trop froid, préférez le siège et le volant chauffant au chauffage de l'habitacle. Cela permet d'économiser beaucoup plus d'énergie qu'on ne le croit. Activez le recyclage de l'air. Votre habitacle se réchauffera plus rapidement tout en consommant moins d'énergie. Ne chauffez que les places où quelqu'un est assis. Sur de nombreuses voitures électriques, il est possible de désactiver le chauffage de siège arrière et même de ne chauffer que le siège conducteur. Vous pouvez également économiser de l'énergie en préchauffant votre voiture électrique quand vous la rechargez. Ainsi, vous partez avec un habitacle bien chauffé sans avoir utilisé l'énergie de la batterie. Toutes les voitures électriques peuvent être préchauffées et ce qui est génial, c'est que la plupart disposent déjà de leur propre application et que vous pouvez la faire à distance. Quelle taille de batterie est idéale pour moi? Quand on choisit sa batterie, il faut toujours avoir en tête les distances que l'on veut parcourir avec son véhicule. Vous connaissez sans doute cette statistique, en moyenne un Français parcourt 36 km par jour. Cela ne fait pas de mal d'entendre ces chiffres et de se demander de quelle autonomie j'ai réellement besoin. Vous êtes peut-être dans le cas. Ou peut-être que vous parcourez régulièrement de longues distances. Jusqu'à 100 km par jour, une petite batterie d'environ 30 kWh peut suffire. L'avantage, vous faites des économies à l'achat, car plus la batterie est grande, plus le prix est élevé. La batterie est toujours la composante la plus chère de la voiture électrique. Réfléchissez donc bien à cette question. Si vous parcourez entre 100 et 200 km par jour, je vous recommande une batterie de taille moyenne de 30 à 50 kWh. Pour les gros rouleurs qui parcourent de 200 à 300 km par jour, je vous recommande alors une batterie d'environ 70 kWh.
Chers électromobilistes avertis, nous sommes d'accord, il est possible d'atteindre ces distances avec des plus petites batteries. Mais tout le monde n'a pas votre expérience en matière de recharge. Et ce qui m'importe, c'est que vous arriviez tous à bon port, même en hiver et avec des rafales de vent. Voilà pourquoi je donne toujours un peu de marge. Il est également possible d'effectuer des trajets quotidiens de 300 à 500 km avec une batterie de 75 kWh. Une recharge intermédiaire est toutefois nécessaire, de préférence sur chargeur rapide. Le Tesla, le Kia EV6 ou encore le Hyundai Ioniq se recharge très rapidement, environ 20 minutes pour faire le plein à 80%. Il existe des batteries encore plus grosses, d'environ 100 kWh, qui permettent de parcourir en conditions réelles 500 à 600 km selon le style de conduite et 400 à 450 km à 130 km par heure sur autoroute d'une traite. Ces grosses batteries ne font cependant pas l'unanimité. En effet, les petites batteries sont d'une moins chère à l'achat. À l'utilisation aussi, car plus légère est la batterie, moins élevée est la consommation. Autre point qui peut jouer sur l'acide psychologique du fait de leur taille, le plein d'électricité des grosses batteries coûte plus cher. Et enfin, plus de matières premières sont nécessaires à leur production, ce qui réduit l'impact positif sur l'environnement. Certains d'entre vous ont peut-être vécu des mauvaises expériences. Vous pouvez en témoigner en commentaire et nous dire comment vous vous en êtes sortis. Je peux en tout cas vous assurer que la situation s'améliore de jour en jour. Les bornes de recharge poussent comme des champignons et les autonomies des voitures suffisent désormais à prendre du plaisir sur la route. Si ces conseils vous ont aidé, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne car j'ai encore plein de choses à vous dire. Je me réjouis de vous retrouver à la prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt. Ciao.